même pas eu besoin d'afficher le temps restant. C'est magnifique. Des questions? Waouh. Jean-Pierre. C'est à la fois une question et une remarque, parce que là, vous avez beaucoup parlé de la production, ce qui est normal. Puis derrière ça, il y a des hommes. Et quand on fait une analyse un peu globale, qu'on regarde notre pays, la France, on s'aperçoit que le climat est en train de monter vers le pôle Nord. C'est-à-dire qu'on va passer, en termes agricoles, d'un monde où la France, c'est 1 comme population par hectare. Je regarde tous les pays qui sont au-dessus de nous, Belgique, Hollande, Allemagne, c'est 2 à 4 fois plus de population par hectare. Donc il y a un problème de transfert global. Et quand je regarde le monde agricole au niveau de la France, on a un sud de la France qui est plutôt en petite propriété et encore pas mal de monde, et qui va monter vers le nord de la France, qui est en très grande propriété et très peu d'emplois. Donc derrière ça, se marie tout un problème de mouvement humain qui paraît quand même assez considérable. Oui, je vois à peu près l'univers que vous décrivez. Moi, j'aime pas la sensation que... alors pour le reformuler autrement, la question du déplacement, ça a pu être évoqué, on a pu voir dans certaines revues même de vulgarisation des sciences et avenir ou des choses comme ça. On a beaucoup aimé, ça s'est un peu calmé, montrer les clémentines à Lyon et les ananas à Perpignan ou ce genre de choses. Quand vous réfléchissez avec des collectifs d'agriculteurs sur les possibilités de réponse à ces évolutions climatiques, vous avez, y compris dans des cadres très structurés comme la prospective La Cave, qui a été pilotée par INRAE notamment depuis quelques années, et qui d'ailleurs est à l'origine de la stratégie que j'ai évoquée, vous n'avez jamais des réponses du style c'est pas grave, hein, moi, mon Saint-Émilion, je vais aller le faire en Corrèze, voilà, et je continuerai à l'appeler du Saint-Émilion, et puis c'est le même négociant qui me l'achètera, etc. Donc je pense que dans sa fibre profonde, le monde de la production est un monde qui reste attaché à son lieu de production et qui a quand même fait ce pas immense, ou est en train de faire ce pas immense, d'accepter l'idée et de trouver des solutions, ou d'essayer d'en trouver, pour continuer à faire des choses au même endroit, mais peut-être d'autres choses, ou d'abord un peu différemment, et ensuite d'autres choses. Je me souviens encore d'une formation que j'assurais en Ariège, auprès d'arboriculteurs, et il y avait un gars qui était venu, un arboriculteur, qui était venu pour prendre de l'info sur la décision qu'il avait prise d'arracher 7 hectares de pommiers pour mettre du grenadier. Donc il n'a jamais dit, moi ce qui me passionne c'est la pomme et je vais trouver une exploitation à prendre quelque part, peut-être déjà en pomme et plus au nord. Non, jamais. Lui c'est, je veux rester dans la basse vallée de l'Ariège, Montaut, si vous connaissez un peu le secteur, et si je ne peux plus faire de pommes, je ferai du grenadier. Donc c'est comme ça que moi je vois la réactivité de la production en France. Jacques a encore une question. Tu en as beaucoup, Jacques. C'est tellement passionnant ce qu'on entend. Désolé, oui, j'ai encore une question. C'est pas un reproche. Sur la façon d'intégrer les différentes composantes humaines en jeu dans tout cela, je suppose que vous connaissez l'initiative Acclimaterra en Aquitaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est généralisable, etc. J'ai zappé l'écran que j'avais prévu pour parler d'Acclimaterra. Donc on a vu effectivement émerger, ça a commencé par Nouvelle-Aquitaine, même Aquitaine je pense à l'époque, c'était avant la réforme territoriale, on a vu se mettre en place des collectifs scientifiques, en général sous demande, ou suite à une demande des collectivités et en réalité des conseils régionaux. Bon. Ça c'est le schéma principal. Alors donc Acclimaterra en Nouvelle-Aquitaine, Grec PACA en PACA, RECO en Occitanie, etc., etc. Et il y en a un qui est en train de s'auto-saisir, donc c'est pas toujours une commande de la collectivité, c'est le Grec Île-de-France. Bon. Donc je pense que c'est une entité, là, ces collectifs scientifiques régionaux, donc c'est GIEC régionaux, on va dire, qui ont vocation, je pense, progressivement à couvrir toutes les régions françaises. Ça a, à mon avis, un immense avantage, intérêt, c'est que ça permet, en mobilisant de l'expertise scientifique, alors plutôt dans le périmètre régional, mais quelquefois il faut aller la chercher ailleurs, pour pouvoir, parce que l'organisation des Météo France, IPSL, INRAE,
anciennement IRSTEA, etc., elle n'est pas toujours... bon, voilà. Donc ça a l'immense avantage de permettre d'assembler de la connaissance, de l'état des lieux, de l'analyse, dans une logique régionale, sur les thématiques régionales. Donc en Nouvelle-Aquitaine, typiquement, on va parler entre autres de l'érosion du littoral, ce qui sera peut-être un peu moins le cas en Bourgogne-Franche-Comté, voilà, par exemple. Certains ont quelques années, à Climatera, d'autres sont en train de naître, ils échangent entre eux. Hein. Et là où ça devient peut-être un tout petit peu... là où il faut réfléchir, je dirais, sur la suite de ces choses-là, enfin, de mon modeste point de vue, c'est comment faire en sorte, on rejoint des choses que j'ai développées au tout début, c'est comment augmenter l'interaction entre ces structures-là et les acteurs socio-économiques. Et ces structures-là, ou en tout cas un certain nombre de leurs représentants, y compris les Hervé Letreux chez nous, conviennent qu'il est un peu difficile pour eux d'aller au-delà du diagnostic, état des lieux, état des connaissances, etc. Et il y a un moment, même le politique, Alain Rousset et d'autres, hein, ont besoin d'autre chose, parce que même l'analyse scientifique, quelquefois, ne suffit pas à enclencher du mouvement. Vous êtes obligé de mobiliser de la sociologie, il faut embarquer les organisations agricoles, si on parle d'agriculture. Et donc, il y a la question de l'interaction. Alors, est-ce qu'il faut créer des lieux explicites, des lieux intellectuels, hein, d'échange, par exemple, entre ces structures et un collectif d'organisation agricole pour que les attentes, les besoins s'expriment là. Est-ce qu'il faut, dans ces lieux-là, faire une proposition de forme d'accompagnement pour certaines organisations ou certains collectifs agricoles qui sont peut-être un peu moins en capacité de faire des choses que d'autres structures beaucoup plus constituées? Est-ce qu'il y a certaines filières qui, du coup, peuvent être peut-être un peu, hein, j'en ai cité, qui étaient peut-être un peu plus en difficulté et qu'il faut davantage accompagner? Est-ce que ces collectifs-là peuvent contribuer à un travail de formation, de montée en compétences que nous, on essaye de porter, mais sans prétendre non plus à avoir les savoir-faire complets sur ces choses-là? Est-ce que ces collectifs ne pourraient pas se lancer dans une sorte de travail? Vous connaissez le concept d'attribution. Il y a un événement climatique donné, en général un extrême, une très grosse sécheresse, voilà, et puis on calcule à quelle proportion le changement climatique a favorisé ça. Alors sans aller jusque-là, quand vous avez un épisode de pluie très intense, une sécheresse très longue et je ne sais quoi d'autre, eh bien, proposer en libre accès une analyse de ce que ce phénomène-là est susceptible de devenir fréquentiellement, en intensité, etc., dans les décennies qui viennent, et faire ça en routine. Si vous n'avez pas les savoir-faire et les machines, nous, on ne va pas faire ça. Donc, je pense qu'il y a tout un registre d'activités, de collaboration, d'interaction qui pourrait être proposé à ces structures pour renforcer la valeur ajoutée de leur présence, de leur existence, qu'à mon avis, il ne faut pas remettre en cause, parce que je pense qu'ils sont utiles. Bien compris. Une autre question? Oui, bonjour. J'appartiens à Soin Climat, mais j'étais aussi imbriqué dans Sciences et Technologies Action, que vous connaissez, Marcel Coutts, par exemple. Et donc, il y a quand même un outil dont on n'a pas parlé, et là j'ai l'impression qu'il est totalement banni pour des raisons politiques. Dans ce cas, il faudrait se projeter à l'étranger, ou aux États-Unis par exemple, quand on voit la politique agricole et le stand des Américains à ce qu'il y a eu à Milan en 2015, on se dit qu'on est en demande totalement financière. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que les OGM n'ont aucune chance d'avoir des débouchés, une production en France? Est-ce qu'on va se priver, devant l'ampleur du problème, est-ce qu'on va se priver d'une méthode d'amélioration rapide des techniques agricoles sur ce point, ou est-ce qu'il y a des gens qui vont arriver à briser l'idéologie comme on est en train de le réussir sur le nucléaire? Voilà. Moi, je n'ai pas d'expertise particulière sur les OGM, sur le plan de leur, entre guillemets, efficacité vis-à-vis de thématiques comme ça. Donc je ne me prononce pas là-dessus. Après, la sensation que j'ai, c'est que de toute façon, ce que vous avez souligné, à savoir l'acceptabilité, etc., c'est un débat sociétal, politique, etc., qui m'échappe totalement, c'est pas moi qui décide. Et donc, tant que cet aspect-là n'est pas franchi ou réglé, la suite ne peut pas être imaginée. Donc pour moi, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Enfin, vous l'avez un peu dit dans votre question. C'est d'abord la question de l'acceptabilité qui déterminera le développement possible ou pas
de ces organismes génétiquement modifiés. Après, on peut s'intéresser néanmoins à l'efficacité que ce levier représente vis-à-vis de problématiques de type stress hydrique, température très élevée, etc. Mais pour moi, il y a un volet sociétal en amont, enfin, que vous connaissez visiblement mieux que moi, sur lequel je ne peux pas vous dire grand-chose. Merci. Isabelle? Oui, merci. Merci bien de nous avoir parlé d'adaptation. Moi, personnellement, enfin, j'habite dans une région rurale et j'ai aussi un ressenti, vous allez me dire si vous êtes en phase avec moi, c'est que autant il n'y a plus de déni sur les manifestations du changement climatique, autant les agriculteurs, sur le plan de la mitigation, n'aiment pas le fait que les activités humaines et l'agriculture puissent être responsables du changement climatique. Je pense qu'ils ont aussi le sentiment d'avoir toujours eu à se battre contre des aléas et que ces aléas, ils leur tombaient dessus comme ça, de façon aléatoire, comme le nom l'indique. Et autant sur l'adaptation, je crois que la profession est assez mûre et voit les choses, autant dans le domaine de la mitigation, ça rejoint aussi une réaction de défense contre la stigmatisation par rapport aux pollutions, par rapport aux pesticides, et que si on rajoute encore l'effet de serre par là-dessus, c'est gênant. Alors que sur l'adaptation, effectivement, comme vous nous l'avez montré, je crois que... Oui, vous avez votre analyse est juste. L'adaptation, c'est tenter enfin, non pas de s'extraire, mais d'être moins vulnérable, donc de moins subir, etc. Donc il y a un côté, on se protège soi-même, individuellement, collectivement, on s'organise pour, etc. Voilà. Donc on ne voit pas comment ça pourrait être jugé autrement qu'en le louant de l'extérieur. Alors que quand on rentre dans le sujet de l'atténuation, mitigation en anglais, on est dans le registre des pollutions liées aux activités humaines, et quand vous êtes pollueur, ce qui est le cas, hein, mais comme toutes les activités humaines, il faut trouver un positionnement vis-à-vis de ça. Donc oui, c'est peut-être un peu moins appétant pour la profession agricole. Mais ça ne signifie pas qu'elle se désintéresse du sujet de l'atténuation et du stockage de carbone. On prend une dernière question. Oh là, il n'y en a pas. Si. Tu ne vas pas nous parler d'unité. Non, pas du tout. Non, j'ai un beau-frère qui est céréalier, vous parliez d'adaptation, donc Pouilly sur Loire, donc un autre vin, mais bon, plus loin. Il a commencé une adaptation, donc il est passé pour du maïs à du soja. Par contre, il n'y avait pas de marché. Donc, s'adapter, oui, mais il faut que l'adaptation se fasse. Alors, est-ce que qui est en charge ou qui peut les aider à dire on ne va pas créer un marché ou qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas s'adapter si on ne peut pas vendre ce qu'on va produire. Oui, vous avez brillamment fait la question et la réponse. Oui, il faut un marché. On ne cultive pas des plantes juste pour le plaisir de cultiver des plantes et dépenser de l'argent à les cultiver. Je vais ne pas répondre à la question, on y répondra quand même, ou en tout cas en regardant un autre aspect de l'adaptation, qui est que l'adaptation, c'est pas... Je crois qu'il y a eu un graphique il y a un ou deux jours présenté, la science parle à la science, hein, l'adaptation incrémentielle, machin, nous on est largués là-dedans. Donc en gros, ce que je veux simplement dire, c'est que l'adaptation, elle peut aussi se faire en commençant par des petits pas. Sylvain a parlé de poser des actes tout à l'heure. Un travail sur les dates de semis en maïs, en continuant à faire du maïs. Un travail sur les dates de semis, mais une réflexion construite autour de qu'est-ce que ça signifie de précocifier le plus possible ces dates de semis, avec des butoirs qu'on connaît très bien, température des sols, etc. Mais avoir une bonne visibilité là-dessus sur quelques années, voire quelques décennies, c'est déjà faire de l'adaptation. Une réflexion sur les choix de précocité, même en restant sur un maïs irrigué par exemple, mais en lâchant quelques indices et en mesurant bien ce que ça donne sur un niveau de production, mais versus une modération du volume d'eau et peut-être une sécurisation. Peut-être que c'est des choses qui ont été mises dans le cahier des charges du projet qu'a piloté Jean-Marc Renaudot en Deux-Sèvres. C'est de l'adaptation.
une réflexion sur le pilotage de l'irrigation, considérant à se dire qu'on ne sait pas tout et qu'il y a peut-être encore des moyens de piloter encore plus finement, c'est aussi de l'adaptation. Donc l'adaptation, c'est tout un tas de niveaux et de possibilités qui permettent de ne pas répondre à la question « Merde, qu'est-ce que je vais vendre ?» Mais non, vous le vendez déjà, continuez à le faire, mais déjà, commencez à. Et après, il y a effectivement un moment, j'ai cité l'exemple de la grenade, donc visiblement il y a plein de débouchés. Hein. Oui, là, il y a du marché. Ah ouais, c'est génial. Donc il y a aussi des fois où le débouché apparaît tout de suite. Alors peut-être que le marché va très vite se saturer, peut-être que je sais pas quoi, et peut-être que la grenade turque, ça doit être le premier producteur mondial, quasiment je pense. On va dire, bon ben finalement, les Turcs ont plein de défauts, donc on ne prend plus leur grenade, et puis comme nous on en fait, voilà, je sais pas. Mais vous avez tout à fait raison, au final, c'est des produits qu'il faut pouvoir vendre, sinon on ne peut pas vendre. Bien sûr. Merci beaucoup. Super. Merci.